Bonsoir, bienvenue sur la Voix de Morgane. Rebonsoir en fait. Seconde lecture, deuxième lecture de la soirée, il y en aura peut-être une troisième. Je vais reprendre cette fois Le Dernier Amour de George Sand. Voilà, j'espère que vous allez bien. Même si je vous l'ai déjà demandé, mais vous ne le savez pas, donc j'espère que vous allez bien. Voilà, je reprends tout de suite. Après, peut-être un poème et peut-être une chanson. Voilà tout. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Et je vous dis à tout à l'heure après cette lecture. Une lecture courte encore une fois. Je ne sais pas où je vais m'arrêter. Je n'ai pas très longtemps à chaque fois ce livre. C'est difficile de trouver des coupures, s'arrêter. Nous verrons bien. À tout à l'heure. Merci encore. Jean Morgeron vint nous rejoindre, et il ne fut plus question que du torrent et de la prairie. Pendant 15 jours, nous ne fûmes pas occupés d'autre chose. Je ne cessais d'explorer le lit du torrent, voulant tout prévoir, et plusieurs fois je retournais à la prairie de la Quille pour la sonder dans tous les sens et m'assurer de la profondeur du sol. L'eau devait, à coup sûr, entraîner des débris de roches quand elle aurait fini de peler la montagne. Il fallait donc penser à l'avenir et aviser à ce que les pierres ne vinssent pas recouvrir nos terres à un moment donné. Après beaucoup de réflexions et d'observations, je trouvai un moyen simple et peu coûteux. Mais ce n'est pas l'histoire du torrent que vous m'avez demandé, et je vous fais grâce des détails. Il m'a fallu vous dire tout ce qui précède pour vous faire savoir comment je me trouvais lié à l'existence des Morgerons, et comment aussi je fus mis promptement à même de connaître les secrets ressorts de leur destinée et le caractère de la personne la moins expansive du monde, Félicie Morgeron. Quant à celle-ci, je la connus mieux encore lorsque j'annonçai que, mes calculs étant établis et ma certitude acquise, il fallait s'occuper d'acheter le terrain de la Quille. Jean attendait cette décision avec une impatience fiévreuse. Il voulait courir chez Zémie à l'instant même. Félicie l'en empêcha. « Vous vous ferez voler, lui dit-elle, laissez-moi régler l'affaire. » Et elle partit avec Tonino pour le village où demeurait Zémie. Ils revinrent le soir même. Tout était terminé. Nous avions la prairie pour un prix minime. Jean était trop passionné pour s'arrêter aux petits scrupules. Il louait et remerciait sa sœur avec transport. Je n'avais pas la conscience aussi tranquille. Zémie était un paysan très pauvre. J'aurais souhaité qu'on l'associât d'une façon quelconque à nos futurs bénéfices. Mais la chose ne me regardait pas, et je n'osais rien dire. « Vous rêvassez » me dit Tonino le lendemain avec sa familiarité enfantine et caressante. « À quoi pouvez-vous bien penser ?»« Au pauvre Zémie, lui dis-je. Je regrette de n'avoir pas de quoi le faire profiter. »« Chut !» reprit Tonino. « Parlons bas, car la cousine est toujours sur les talons. Elle a l'oreille fine. Elle serait en colère si je vous disais ce qu'elle a fait. Alors ne me le dites pas. Je veux le dire malgré sa défense. Je veux que vous sachiez comme elle est généreuse et juste. Il faut, voyez-vous, que vous l'aimiez comme je l'aime. Sachez donc qu'elle a payé la prairie très cher et sans marchander. Zémie en était tout surpris et content comme un fou. Mais la patronne ne veut pas que son frère le sache. C'est elle qui paye la différence. Voilà comme elle est. Elle gronde toujours le patron sur sa légèreté. Elle lui dit qu'il se fait toujours tromper, et elle, quand elle s'en mêle, elle est si grande qu'elle paye 2 fois plus que lui. Seulement elle dit « On ne me trompe pas, j'ai voulu cela. Gardez-moi le secret, monsieur Sylvestre. Elle me battrait si elle savait que je l'ai trahi. » Je demandai à Tonino s'il craignait réellement sa cousine. « Pas du tout pour moi, répondit-il naïvement. Quand elle frappe, elle a la main douce. Mais quand elle a frappé, elle se boude et elle pleure en cachette. C'est pourquoi la peur de lui faire de la peine et de la voir malade me rend sage comme une demoiselle et coulant comme une anguille. » Nous étions à la mi-juillet, nous pouvions entamer les travaux et nous commençâmes à embaucher les ouvriers. Jean partit pour aller en recruter d'autres et pour faire amener les arbres abattus au Simplon. Il fallait se hâter pour n'être pas surpris par l'hiver au milieu du travail d'endiguement.
Je n'avais plus le loisir de la réflexion. J'étais fixée pour un temps illimité à la Diablerette. C'était le nom significatif de la propriété de mes hôtes, cette oasis jetée au milieu des horreurs de la montagne. Pendant l'absence de Jean, je surveillais l'ouvrage et j'y travaillais moi-même tout en dirigeant mes ouvriers. Le travail du corps est bon et rend juste et patient avec ceux que l'on commande. On se rend compte par soi-même de ce qu'on peut demander à leur énergie sans en abuser. L'endroit où nous opérions était si enfoncé dans la gorge étroite et surplombante qu'il y faisait nuit de bonne heure. Je dînais à 7 heures avec Félicie et Tonino, et pour occuper le reste de la soirée, je m'amusais à donner des notions de mathématiques et de géologie pratique au jeune baron. C'était une étrange organisation, merveilleusement intelligente pour tout ce qui parlait au sens fermé aux choses idéales. Merveilleusement intelligente pour tout ce qui parlait au sens fermé aux choses idéales. La volonté y était pourtant. L'attention et la docilité étaient parfaites, et, si je ne lui apprenais rien d'exact, du moins j'ouvrais tant soit peu son esprit au raisonnement. Je n'ai jamais rencontré de naturel plus sympathique et plus affectueux. Je le pris en amitié réelle et je me laissais aller à le gâter. Félicie me le reprochait, mais par le fait, tout en le rudoyant, elle le gâtait encore plus. Malgré sa prétention de n'aimer que son frère, je vis bien alors qu'elle aimait Tonino pour le moins autant. Cette affection me parut légitime et sainte, et voyant combien Tonino était enfant et porté aux effusions candides, j'oubliais complètement, je me reprochais presque les soupçons que j'avais conçus sur son intimité avec Félicie. Il était presque aussi prévenant et aussi caressant avec moi qu'avec elle, et quand je m'étais donné de la peine à sa leçon, il me baisait les mains malgré moi. Je perdais mon temps à lui dire que cela ne convenait pas. Il répondait que cela se faisait en Italie, et en me conduisant à ma chambre, il baisait mon chapeau ou mon livre avant de me les présenter. Félicie, toujours pleine de soins et d'attention, se montrait d'ordinaire sérieuse et froide avec moi comme avec lui. J'avais beau savoir le secret de sa vie, la cause de ce pli au front, de ce regard sec, de cet amer sourire, elle m'étonnait toujours comme un problème dont je ne saisissais pas la solution. Tout n'était-il pas anormal dans sa destinée ? Cette fille de race artiste et de sang noble mêlée au sang rustique, née et élevée dans un milieu contraire à ses instincts, brisée encore enfant par la honte, la misère et la douleur, puis retransplantée dans la vie des champs et redevenue une paysanne active et parcimonieuse avec des sentiments de générosité chevaleresque et une organisation délicate, tout cela ne se tenait pas et formait un ensemble indéchiffrable pour moi, pour elle-même probablement. Ceux qui l'entouraient, pauvres serviteurs, ne s'inquiétaient pas beaucoup de l'énigme. L'habitude la leur faisait accepter comme une force dont ils ne cherchaient pas la cause et le but. Les gens simples ne remontent guère à la source des faits. Jean, malgré son esprit actif et ingénieux, était un vrai paysan. Tonino eût pu mieux analyser, mais il se contentait d'aimer. Quant à moi, qui n'éprouvait aucun entraînement particulier vers cette nature déclassée et inclassable, je l'examinais lorsque je n'avais rien de mieux à faire, et je sentais en elle un imprévu tour à tour rassurant ou menaçant. Quand elle avait un éclair de gaieté, une heure d'abandon, on pouvait être sûr qu'elle serait d'autant plus sombre ou réservée l'instant d'après, et quand elle s'était montrée irritée ou exigeante, on pouvait compter qu'elle vous comblerait de soins tout aussitôt pour réparer son injustice sans paraître la reconnaître ou s'en repentir. Il y avait en elle des cordes brisées ou détendues. L'instrument exquis par lui-même ne pouvait être d'accord. Le son déchirant m'en était pénible. Parfois cependant une belle note pure produisait une impression délicieuse. J'éprouvais le besoin de la plaindre, mais elle ne permettait pas l'amitié et ne semblait pas la connaître. Son attachement pour les siens avait le caractère d'un devoir accompli avec passion, jamais avec tendresse. Elle était bonne pourtant, bien bonne, équitable et maternelle comme la force, prévoyante de tous les besoins des autres, les devinant et se tourmentant jusqu'à ce qu'elle eût changé leur peine en bien-être, se fâchant quand on lui cachait une souffrance, se fâchant encore quand on la remerciait de vous l'avoir épargnée.
Elle avait beaucoup de compréhension et d'esprit, des notions très variées et très vagues, aucune instruction solide, aucune philosophie, aucune croyance. Elle aimait le bien, le juste et le beau, sans les apprécier et sans les connaître, sinon par ouï-dire ou par surprise révélatrice de l'instinct. Elle paraissait être, comme Tonino, privée de la faculté de raisonner. Les remontrances qu'elle lui adressait étaient plaisantes en ce qu'elle ne savait lui dire le pourquoi de rien, et, si par hasard il le lui demandait, elle lui répondait « Il n'y a que les paresseux et les sots qui ont le pourquoi à la bouche ». Comme Tonino l'avait fort peu dans l'esprit, il se contentait de cette réponse. Il y avait pourtant 2 choses qu'elle savait bien, c'était l'italien et la musique. Elle parlait facilement et incorrectement le français et l'allemand, mais la langue de son grand-père était restée pure et pleine d'élégance dans sa mémoire. C'est dans cette langue que j'aimais à l'entendre. Quant à la musique, elle l'enseignait admirablement à Tonino et à moi, car, malgré mes 50 ans, j'aimais encore à apprendre. Et toute ma vie, j'avais regretté de n'être qu'un amateur et de ne pas avoir le temps ou l'occasion de connaître la mathématique sérieuse de cet art divin. Tonino jouait agréablement du violon et il n'avait pas eu d'autre professeur que sa cousine. J'étais curieux de savoir si elle le lui avait enseigné par pure théorie ou si elle connaissait l'instrument. Mais je savais bien que si je le lui demandais, elle me répondrait brusquement qu'elle ne savait rien du tout. Un jour que Tonino essayait un motif de Weber et le dénaturait avec la facilité italienne, elle s'impatienta, prit le violon et avec une grâce indicible, elle joua comme un maître. Je ne pus me défendre de l'applaudir. Elle jeta l'instrument avec humeur en haussant les épaules. Mais Tonino avait été chercher un autre violon qu'il lui présenta d'un air suppliant. « Pourquoi te permets-tu de toucher à cela ?» lui dit-elle. C'était une relique en effet. C'était le violon de Crémone, du grand-père avec l'archet armorié. Elle ne put résister au désir de le mettre d'accord et de jouer. Pendant 1 heure, elle nous ravit. Elle ne savait faire sans doute aucune difficulté, mais elle avait le chant large et pur des vrais musiciens. L'ampleur de son geste et la simplicité majestueuse de son attitude répondaient à cette saine intuition musicale. Elle paraissait grande quand elle tenait ce violon. Son profil sérieux s'illuminait d'une flamme intérieure et d'une auréole mystérieuse. Au plus beau moment de son inspiration, et comme elle semblait en communion avec l'âme des maîtres, elle s'interrompit et, remettant le violon à Tonino, « Reporte cela, lui dit-elle. Il faut que j'aille à la laiterie, je n'ai pas le temps de m'amuser. » Et elle courut à ses vaches, reprenant tout à coup l'air affairé et la démarche empressée de la ménagère prosaïque. Ces contrastes entretenaient mes perplexités. Je me demandais si cette existence encore si remplie d'ardeur et de vitalité était réellement finie, si elle m'avait dit vrai, en m'assurant n'avoir aimé personne depuis la catastrophe de sa jeunesse, et si, dans tous les cas, l'occasion d'aimer noblement et légitimement venant à naître, elle n'aurait plus assez de foi et d'enthousiasme pour la saisir. Vous me demandez pourquoi je me faisais ces questions. En toute sincérité, je puis vous affirmer que j'y prenais un intérêt purement philosophique. Je ne pouvais d'ailleurs m'en préoccuper bien assidûment. J'avais trop de travail sur les bras, trop de calculs matériels dans l'esprit pour philosopher ou pour rêver longtemps. J'eus plus de loisirs quand la mauvaise saison interrompit nos travaux. Je dus me borner à faire de continuelles observations sur la force des crues, sur les caprices du courant et sur les dévastations que la Brame, c'était le nom de notre torrent, produisait encore en pure perte pour nous dans le train de la quille. Je n'en étais pas aussi dépité que Jean. Je songeais à la possibilité de faire sauter d'autres rochers afin de mettre à découvert l'abîme de boue fertilisable que le torrent nous tenait en réserve dans ses gouffres. Comme en somme tout allait bien et que, vers le mois de janvier, notre digue, légèrement entamée, promettait de tenir bon, notre vie était tranquille et même gaie. Jean, qui ne pouvait tenir en place, allait et venait pour ses affaires, de Sion à Martigny et de Brigue à la Diablerette. Nous le voyions souvent quand même, et il passait des semaines avec nous. Félicie m'en remerciait, car les hivers précédents, on l'avait vu à peine. Nos soirées étaient longues et enjouées. Jamais Jean n'avait été de si bonne humeur.
Il était naturellement et franchement gai, lui, quand il n'avait pas trop de soucis dans la cervelle. Cette fois, il voyait tout en beau et son plaisir était de taquiner Tonino et de faire assaut de Lazzi avec lui, pourvu que ses plaisanteries eussent toujours trait à l'objet de ses espérances. « Tu sais, lui disait-il, que quand notre île sera en plein rapport, je t'achèterai ton titre de baron. Je veux être le baron d'Isola Nuova. Quel besoin as-tu d'être baron, toi qui n'aimes que ton violon et tes bêtes? Tu n'es pas fort, tu ne seras jamais qu'un berger d'Arcadie. »« Mais je suis fort, s'écriait Tonino. Je sais travailler la terre. Attendez que j'ai comme vous de la barbe jusqu'aux yeux et vous verrez si je ne pousse pas bien la charrue. J'espère que la charrue passera sur mon tas de galets et que le blé y poussera avant que la barbe ait poussé sur tes joues. Mais ce qui ne te poussera jamais dans la tête, c'est l'esprit qu'il faut pour cultiver. » Alors on discutait, car malgré la résolution avec laquelle Félicie et Tonino secondaient les préférences du patron, ils appartenaient à une autre école, et il avait raison de leur dire qu'ils étaient de la race des pasteurs. S'ils eussent été livrés à eux-mêmes, ils eussent abandonné au diable, c'est-à-dire au désastre des inondations, la partie basse des diablerets, et ils n'eussent songé qu'à étendre leur domaine sur les hauteurs pour élever des troupeaux. Il y avait là en effet de quoi gagner sans rien risquer. Jean aimait le risque. Félicie lui donnait tort. Cette étrange fille l'aidait et le poussait à satisfaire sa passion pour les aventures. Elle me trouvait trop prudent, et pourtant rien au monde ne pouvait l'empêcher de batailler en paroles et de dire à ce frère adoré et gâté qu'il était fou. Mais les discussions ne dégénéraient plus en querelles. J'étais là pour mettre les parties d'accord en les obligeant à se faire des concessions, en donnant raison à l'un et à l'autre dans la limite où chacun avait raison. Tonino disait comme moi. Félicie rejetait sur lui, je ne dirais pas sa mauvaise humeur, elle n'en avait jamais, mais son besoin d'épiloguer, de railler et de contredire. Avec moi seule, elle était comme neutre ou enchaînée et sa déférence se traduisait par des questions dont elle écoutait attentivement la réponse. J'essayais alors de lui donner la notion de la vie collective que sa forte individualité avait peine à admettre. J'excusais, j'embellissais, je poétisais l'ardente manie de son frère en parlant de la solidarité qui règne entre les hommes et du progrès général que chacun doit servir en vue de tous. Cette période que Jean appelait la gloire, je m'efforçais d'en faire de la gloire vraie et bien entendue, et Jean, qui avait beaucoup de noblesse dans sa vanité, s'enivrait de l'idéalisation que je lui présentais. Tonino écoutait tout cela avec ses beaux grands yeux étonnés, et il regardait Félicie pour savoir ce qu'il devait penser de mes théories. Félicie ne pouvait le lui apprendre, elle était plus étonnée que lui, et à la fin de mes 20 discours, elle disait « Tout cela est au-dessus de moi. Les hommes ne me font que du mal, je ne peux pas les bénir et les aimer, et je ne sens aucun besoin de les servir. Qu'ils deviennent ce qu'ils voudront, je leur donnerai ma vie qui ne m'en saurait aucun gré. Je crois que personne ne sert le progrès de bonne foi. C'est un grand mot que l'on a inventé pour couvrir l'ambition personnelle et faire passer un vice pour une vertu. Pourtant, ne vous fâchez pas contre moi, monsieur Sylvestre. Je suis sûre que vous êtes sincère, vous. Vous croyez à ce que vous dites, vous avez le cœur grand, vous avez besoin d'aimer. Peut-être n'avez-vous rencontré personne qui fût digne de votre amitié. Alors, vous vous êtes mis à aimer tout le monde. Je voudrais être comme vous, cela me ferait oublier que tout le monde est injuste et mauvais. Mais je ne peux pas perdre la mémoire. C'est pourquoi je ne m'attache qu'à ceux à qui je me dois, et je les aime en égoïste, en oubliant pour eux tout le reste et moi-même. C'est ma manière d'aimer. Je sais qu'elle ne vaut rien, mais vous ferez un grand miracle si vous me changez. En février, les eaux furent terribles. Elles entassèrent une montagne de pierres en amont de la presqu'île. Mais notre barrage ne céda pas et les galets s'écoulèrent de côté sans couvrir notre terrain. Dans sa joie, Jean me dit « Savez-vous, monsieur Sylvestre, qu'il est temps de régler nos affaires? Vous allez me dire quelle part vous voulez dans mes bénéfices, et comme il n'est pas juste que vous les attendiez, je suis prêt à vous faire l'avance que vous voudrez. Vous ferez, lui dis-je, 4 parts de vos bénéfices, les 2 plus fortes pour votre sœur et vous, les 2 plus faibles pour Tonino et moi. Réglez cela en temps et lieu comme vous l'entendrez, et ne m'avancez rien. Payez-moi seulement mon travail jusqu'à
On travaille à la semaine, comme vous avez fait jusqu'ici. » »« Mais il m'en coûte, reprit-il, de payer un homme tel que vous à la semaine comme un manœuvre et de penser que vous n'avez pas devant vous de quoi vous passer la moindre fantaisie. Le fait est que c'est honteux pour vous, Jean, dit Félicie, qui nous écoutait. J'en rougis, moi, et si j'osais... Je n'ai pas de fantaisie, repris-je, et vous prévenez tous mes besoins. Je vis chez vous comme un prince. Bonne chère, bon logis, bon feu, une propreté délicieuse. J'ai de quoi m'habiller pour l'hiver, mon linge est entretenu. Je crois que si nous comptions, je vous redevrais. Laissons cette question d'argent, elle me désoblige. Il n'en fut plus question et nous reprîmes nos travaux avec ardeur au printemps. Ayant taillé de la besogne à Jean et à sa brigade d'ouvriers, je montai à la quille et je m'y installai dans le chalet abandonné de Zémie, qui avait assez bien résisté aux outrages de l'hiver. Tonino, d'ailleurs, m'aida à le consolider. Félicie voulut y apporter elle-même tout ce qui pouvait en rendre l'habitation supportable, et je m'y logeai pour une quinzaine afin de surveiller la fonte des neiges, la formation de la brame encore enchaînée à cette époque sous la glace, et de prévoir les moyens de changer au besoin sa direction dans notre prairie. On sait que les chalets de montagne, les vrais chalets, car nous donnons improprement ce nom aux riches maisons de bois des vallées, sont de véritables cabanes de bergers, ingénieusement construites sur un plan très exigu, afin de donner moins de prise au passage des ouragans. Il y a là tout juste la place pour dormir chaudement sans étouffer. Mais le chalet Zémie, qui garda le nom de l'ancien propriétaire, se composait de 2 corps de logis, dont un plus spacieux était destiné à abriter les jeunes chevreaux. Je fis de celui-ci mon cabinet de travail, je plaçai une vitre dans la lucarne, je m'étais muni de 2 chaises et d'une table rustique. Je disposai un coin en cabinet de toilette. Tous les 2 jours, on m'apportait mes provisions de bouche. J'étais là comme un sybarite. Il y avait longtemps que j'aspirais à une vacance d'entière solitude. Ça a toujours été ma fantaisie, peut-être une nécessité de mon caractère. Quand je vis avec mes semblables, ma pensée s'occupe d'eux si exclusivement, soit pour les aider à vivre bien, soit pour comprendre pourquoi ils vivent mal, que j'oublie absolument de vivre pour mon compte. Quand je m'aperçois que j'ai fait pour eux mon possible et que je ne leur suis plus nécessaire, ou, ce qui arrive plus souvent, que je ne leur suis bon à rien, j'éprouve le besoin de vivre avec ce moi intérieur qui s'identifie à la nature et au rêve de la vie dans l'éternel et dans l'infini. La nature, je le sais, parle dans l'homme plus que dans les arbres et les rochers. Mais elle y parle follement, elle y est plus souvent délirante que sage, elle y est pleine d'illusions ou de mensonges. Les animaux sauvages eux-mêmes sont tourmentés d'un besoin d'existence qui nous empêche de savoir ce qu'ils pensent et si leurs obscures manifestations ne sont pas trompeuses. Dès qu'ils subissent des besoins et des passions, ils doivent les satisfaire à tout prix, et toute logique de leur instinct de conservation doit céder à cette sauvage logique de la faim et de l'amour. Où donc trouver, où donc surprendre la voie du vrai absolu dans la nature ? Hélas, dans le silence des choses inertes, dans le mutisme de ce qui ne ment pas, la face impassible du rocher qui boit le soleil, le front sans ombre du glacier qui regarde la lune, la morne altitude des lieux inaccessibles, exercent sur nous un rassérénement inexplicable. Là, nous nous sentons comme suspendus entre ciel et terre, dans une région d'idées où il ne peut y avoir que Dieu ou rien. Et s'il n'y a rien, nous sentons que nous ne sommes rien nous-mêmes et que nous n'existons pas, car rien ne peut se passer de sa raison d'être. Le mystère est impénétrable quand on veut le soumettre au calcul de l'expérience. Il échappe même à ceux de la plus savante logique, mais Dieu se prouve précisément par l'absence de preuves à notre usage. Il ne serait rien de plus que nous s'il tombait sous le critérium de nos démonstrations. La notion que nous avons de lui réside dans une sphère où nous n'entrons qu'à la condition de nous sentir supérieurs à nous-mêmes, où la foi est une vaillance du cœur, une surexcitation de l'esprit, une hypothèse du génie. C'est l'idéal du sentiment, et là, tout raisonnement se résume en 2 mots. Dieu est parce que je le conçois. J'étais perdue dans ces contemplations d'une simplicité et d'une douceur extrême quand des émotions bien inattendues et bien étranges me ramenèrent sur la terre. Un matin, j'étais le plus heureux des hommes.
J'avais oublié mes peines, j'étais bien libre et bien seule. La vaste prairie de la Quille commençait à se dorer des rayons du soleil. Le site eût pu sembler mortellement triste à des yeux distraits. Il me paraissait admirable. Pas un arbre, pas un buisson n'interrompait la solennelle uniformité de sa teinte verte et ne dissimulait la grâce de ses courbes hardies et souples. Les pics voisins, plus élevés, fermaient étroitement l'horizon de leurs fières dentelures ou de leurs neiges splendides. Les alouettes chantaient au-dessous de moi, je ne sais où, dans une région qui était un zénith pour les habitants de la plaine, un navire pour moi. Le glacier qui s'interposait encore entre le soleil et le bas de la prairie se teignait en rose à sa cime, en vert d'émeraude à la base. Le temps était pur, pas une brise ne frissonnait sur l'herbe. Tout ce calme avait passé mon âme, je ne pensais plus, je vivais d'une vie pour ainsi dire latente, comme les masses de glace et de rochers qui me protégeaient. L'apparition de Félicie Morgeron à 7 heures matinales et au milieu de cette solennité de l'aurore me surprit comme un événement impossible à prévoir. Et quoi de plus simple pourtant? Elle s'étonna de mon étonnement. « Je n'ai pas dormi cette nuit, me dit-elle. J'ai eu mal à la tête, j'ai voulu faire une promenade et, afin d'être rentrée pour le déjeuner du frère, je suis sortie comme la lune éclairait encore. Je vous ai apporté ce panier, car Tonino oublie toujours 1000 choses nécessaires. Je suis venue vite, il faisait froid au départ. À présent, j'ai chaud, je me repose un instant et je m'en retourne. Ne vous dérangez pas pour moi. » J'essayais, tout en la remerciant de ses gâteries, de lui dire qu'elle ne me dérangeait pas, puisqu'elle m'avait surpris ne faisant rien. « Si fait, dit-elle, vous pensiez. C'est un bonheur pour vous de penser, je le sais. Vous n'avez besoin de personne pour être heureux, vous. Le bonheur des autres fait bien votre occupation, mais non pas votre tourment, et le contentement de votre conscience vous suffit. N'êtes-vous pas comme moi? Non, non, vous vous trompez. Vous ne me connaissez pas. Je voudrais que quelqu'un, ne fût-ce qu'une seule personne au monde, me rendît justice et comprît ce que je souffre. Vous souffrez donc quelquefois. Je le pensais, je croyais le deviner, mais vous ne vouliez pas qu'on eût l'air de l'apercevoir, et c'est la première fois que vous en convenez. Il faut bien que j'en convienne, puisque j'étouffe, le courage a un terme, vous l'avez dit, je suis au bout du mien. Et comme je gardais le silence, elle ajouta avec une sorte de gaieté amère. Mais cela vous est bien égal, n'est-ce pas? Non, certes, répondis-je, et je voudrais vous faire quelque bien, mais je vous sais si ombrageuse, si prompte à reprendre votre confiance, si portée à contredire les autres et vous-même, que je n'oserais jamais vous faire de questions. Ainsi, je suis un être impossible. Dites-le, voyons, je suis venue vous trouver pour vous le faire dire. En parlant ainsi, elle cacha sa figure dans ses mains et fondit en larmes. C'était la première fois que je la voyais pleurer, et j'aurais cru qu'elle ne pleurait jamais. Cette faiblesse féminine qui se révélait enfin m'attendrit moi-même. Je pris ses mains dans les miennes, je lui parlai avec amitié. Je lui offris toute la commisération de mon cœur, toute l'assistance de mon dévouement. « Non, non, répondait-elle en pleurant toujours, vous ne m'aimez pas, vous ne m'aimerez jamais. Personne ne m'aime, personne ne peut m'aimer. » J'essayais de lui dire qu'elle était ingrate envers son frère, qu'il lui rendait pleine justice, et surtout envers Tonino, qui avait pour elle une sorte d'adoration. « Ah, laissons Tonino tranquille, s'écria-t-elle en m'interrompant avec aigreur. Il est bien question de cet enfant-là. » Je vis qu'elle retombait dans son besoin de lutter contre l'amitié même dont ses larmes imploraient le secours. J'essayais pour la première fois de dominer cette nature rebelle et je la grondais paternellement. « Vous avez l'âme malade, lui dis-je, et vos malheurs passés ne sont point une excuse. J'ai été plus malheureux que personne, je vous en réponds. Car j'ai 20 ans de plus que vous et je n'ai pas eu, comme vous, la compensation de pouvoir me dévouer utilement. Mon travail a été stérile et avec cela, je ne suis pas un homme fort comme vous êtes une femme forte. Je suis doux et sensible. Je ne sais pas combattre le chagrin par mes propres ressources. Je ne lutte pas. Quand il vient, il m'écrase et, tandis que vous restez debout dans votre fierté vaillante, je suis brisée et me roule par terre comme un enfant. Pourtant, je ne m'arroge pas le droit de me dire désespéré, puisque je ne suis pas méchant, et, quand j'ai plié sous la douleur, je me relève et je marche. Ce n'est donc pas de la vertu que j'ai, et ce n'est pas là ce qui vous manque. Vous n'êtes que trop stoïque et dur à vous-même. Ce que j'ai, c'est ce que vous ne voulez pas avoir, c'est la foi.
Je ne vous parle pas de croyances religieuses. Je ne me permets pas d'interroger la vôtre. Mais vous ne croyez pas à l'humanité. Vous voulez la résumer dans 2 ou 3 personnes que vous aimez et auxquelles l'habitude de tout nier vous empêche de croire. Cette espèce de rupture que vous avez faite dans votre cœur avec toute pensée d'union morale avec la société vous a rendu misanthrope. Et la misanthropie, c'est de l'orgueil. Vous vous faites un point d'honneur de résister à l'horreur de l'isolement, tandis que vous devriez vous en faire un de vous en arracher et de pardonner à l'intolérance et aux préjugés les blessures que vous en avez reçues. Enfin, vous vivez dans le fiel d'un éternel ressentiment contre le monde, sans vous douter que vous entretenez son éloignement par le vôtre et sa tyrannie par votre révolte. Cette situation où vous vous obstinez aigrit vos pensées et trouble votre jugement. Elle vous rend exigeante envers ceux-là même que vous chérissez. Et, si vous n'y prenez garde, votre affection prendra l'allure du despotisme. Il y a dans votre manière de céder à leur fantaisie quelque chose de découragé, de méprisant. Et 100 fois par jour, vous levez la main pour briser vos idoles, quand il serait si facile de les gouverner comme je les gouverne par la persuasion. Je ne sais ce que je lui dis encore sur ce thème. Elle m'écoutait avec une attention morne, comme si mes paroles l'eussent accablée sans la persuader. Et pourtant, lorsque je me taisais, elle me disait « Parlez encore, faites que je comprenne. » Et quand je changeais d'attitude, « Gardez mes mains dans vos mains froides, disait-elle, j'ai la fièvre, vous me l'ôtez. » Quand j'eus dit tout ce que je croyais être l'analyse de son mal, elle me demanda le remède soudain, miraculeux, comme si j'eusse été un sorcier ou un saint. « Vous allez me tracer ce qu'il faut faire pour me changer, dit-elle. Vous voulez que je sois gaie, aimable, que j'invite mes voisins, que je fasse de la musique, que j'aille dans les fêtes, que je m'habille avec luxe, que je devienne coquette. Est-ce là ce que vous me conseillez? Je peux le faire, mais le secret de prendre plaisir à tout cela, vous ne me le donnez pas. » Mais je ne vous conseille rien de tout cela. Je ne sais rien des relations que vous pourriez établir et des avantages que vous auriez à en retirer. Je vous ai parlé de renouer le lien social sans me permettre aucune allusion particulière à la manière de renouer ce lien. Je ne suis pas un homme du monde et, par le fait, j'ai rompu avec lui bien plus que vous. Cependant, il y a une réconciliation qui se fait dans le cœur quand on veut guérir, et le seul ordre de choses où je puisse et veuille vous conseiller, c'est l'ordre purement moral et intellectuel. Vous êtes grande, ma chère Félicie, vous n'êtes pas douce. Il vous est impossible de l'être avec ce parti pris de mépriser tout ce qui n'est pas vous. Eh bien, réfléchissez une bonne fois dans votre vie. Je crois que cela ne vous est jamais arrivé. C'est vrai, dit-elle, je crois que je ne sais pas et que je ne peux pas réfléchir. Faites-moi réfléchir, vous. Aidez-moi. Démontrez-moi que les autres valent mieux que moi. Individuellement, il est probable que la plupart des autres ne vous valent pas. Mais l'humanité prise dans son ensemble a une valeur immense que l'individu ne peut résumer en lui qu'à la condition de la comprendre. Aimez-vous dans l'humanité, aimez l'humanité en vous. Dites-vous, par exemple, que l'humanité souffre parce que vous souffrez, et que vous souffrez parce qu'elle souffre. La condamnation que vous avez subie, d'où vient-elle? De l'absence de charité chez les autres. C'est la cause de tous vos malheurs et des orages qui ont troublé l'union de vos parents. Eh bien, si la charité était en vous, vous plaindriez les autres de n'en point avoir, et dès qu'on plaint, on pardonne. Vous ne pardonnez pas. Donc la charité manque sur ce coin de terre que vous habitez, comme elle manque, hélas, dans le reste du monde, et vous ne voulez pas l'y faire entrer, même dans votre maison, dans votre croyance, dans votre âme. Vous, la victime d'un mal dont vous devriez apprécier l'énormité, vous ne songez pas aux nombreuses victimes de ce mal, ni eût-il qu'elle à plaindre et à aimer, ce serait de quoi attendrir et remplir votre cœur. Eh bien, sachez que ceux qui frappent sont encore plus malheureux que ceux que l'on brise. Ils n'ont pas la joie de se sentir innocents. Quand on épouse le mal, on ne dort plus. L'humanité est donc un chaos d'erreurs qui sentent la pitié dans leurs entrailles, car c'est d'eux qu'on peut dire que, dès ce monde, ils seront consolés. Comment, me direz-vous? Je vous réponds tout de suite. En ne haïssant pas. Voilà tout, s'écria Félicie étonnée. Ne pas haïr, c'est de l'indifférence. Non, repris-je, l'indifférence n'existe pas et ne
pas exister. L'indifférence, c'est le néant de l'âme et le vide de l'esprit. Vos pauvres crétins de la montagne sont indifférents, aussi ne sont-ils plus des hommes. Quand on est homme, quand on a souffert et qu'on ne hait pas, c'est qu'on aime sa race d'un amour immense. Mais enfin, pourquoi l'aimer quand on la sait malheureuse par sa faute ? Et vous, Félicie, n'est-ce pas par votre faute que vous avez été malheureuse ? Voilà une parole horrible, monsieur Sylvestre. Quoi ? Vous-même qui pardonnez tout, vous me reprochez ? Rien. Vous avez péché par ignorance, vous étiez une enfant. Eh bien, l'humanité est enfant aussi. C'est l'ignorance qui est la source de toutes ces erreurs et de toutes ces infortunes. Aimez-la pour sa crédulité, pour son aveuglement, pour sa faiblesse, pour son besoin inassouvi d'amour et de bonheur, pour tout ce qui vous donne le droit d'être aimé vous-même. Ainsi, j'ai le droit d'être aimé. Voilà ce que je me dis à toute heure et ce qui fait mon tourment, puisque le monde me répond toujours non. Le monde, si je vous ai bien compris, c'est vous, c'est moi, c'est toute personne qui subit les lois de la société. Eh bien, malgré tout ce que vous venez de dire, supposez que nous soyons jeunes et libres, vous et moi, et que notre idée à tous deux fût de nous marier. Ce n'est pas moi que vous choisiriez. Vous préféreriez, vous qui êtes fière et honnête, une fille vierge, sans fortune et même sans éducation et sans intelligence, à une fille déchue et déshonorée comme moi. Vous vous trompez, Félicie. La chose qui me ferait préférer une fille vierge, ce n'est pas la pureté de sa réputation, c'est celle de son âme. Je m'inquiète fort peu du « qu'en dira-t-on ». Non pas que je le méprise, mais parce qu'il faut souvent le braver pour changer peu à peu la malveillance en aménité. Ce que j'estimerais dans une fille vierge de cœur, ce serait la droiture et la simplicité de ses pensées. J'aurais l'espoir de l'éclairer si elle était inculte et de lui faire partager ma santé morale. Avec vous, cet espoir serait trompé. Vous avez pris le malheur par son mauvais côté et je serais effrayée d'épouser le doute ou le dédain de toute chose. Alors, vous vous marierez pour avoir la paix ? Vous êtes donc un égoïste ? Vous ne vous attacheriez pas comme moi par pur dévouement ? Si fait, orgueilleuse, mais avec l'espoir seulement d'un dévouement utile. Il est des dévouements aveugles, obstinés, généreux sans doute, mais insensés, puisqu'ils ne servent qu'à augmenter les travers des gens qu'on idolâtre et à faire naître en eux, malgré eux, quelquefois, le mal funeste de l'égoïsme. Si votre frère est un peu fou, croyez bien qu'il y a de votre faute. Et si Tonino est excellent, c'est que vous n'avez pu l'empêcher de l'être. Quant à moi, j'ai été un peu comme vous. J'ai gâté, j'ai corrompu par conséquent les objets de mon affection et, quand j'ai voulu réparer le mal, il était trop tard. J'avais manqué de prévoyance. J'ai manqué d'ascendant. L'homme qui s'attacherait à vous avec espoir d'adoucir les aspérités de votre caractère arriverait peut-être trop tard et ne ferait que vous exaspérer. Estimeriez-vous un homme assez peu sérieux pour vouloir vous posséder au prix de son repos et du vôtre ? Vous parlez de repos à quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est. Depuis que je suis au monde, je ne me suis pas reposé une heure. C'est le tort que vous avez eu. Que l'on ne repose pas son corps, c'est bon quand il ne l'exige pas, mais il faut reposer son esprit et son cœur dans un lit de vérité et dans un bain de charité. Sans cela, on devient fou et les fous sont toujours nuisibles. Ainsi, j'avais raison en commençant. On ne peut pas m'aimer parce que je ne suis pas aimable. Pourquoi vous cacherais-je la vérité, puisqu'elle est utile ? Rendez-vous aimable et connaissez enfin le bonheur d'être aimé. Pourtant, il y a ce pauvre Tonino qui m'aime tel que je suis, vous l'avez dit. Je le répète, mais il vous aime avec son instinct, et vous ne lui en tenez pas compte, puisque vous voilà désolé. C'est vrai, il me faudrait quelque chose de plus que l'amitié d'un bon chien. L'affection que j'ai rêvée jadis était plus complète et plus élevée que cela. J'y ai renoncé, voyant que je ne pouvais pas l'inspirer. N'y renoncez pas, modifiez-vous. Est-ce qu'on le peut ? À coup sûr, quand on est persuadé qu'il le faut. Je le suis à présent, j'essaierai. Elle s'éloigna, et je l'eus bientôt perdue de vue dans les versants de la descente. Un quart d'heure après, comme je tournais l'angle du glacier, je la vis à une grande distance au-dessous de moi, entre deux rochers dont elle se croyait sans doute abritée contre tous les regards. Elle était appuyée contre un de ces rocs perpendiculaires dans une attitude de rêverie ou de découragement. Son costume rouge et blanc tranchait vivement sur le fond verdâtre et le mouvement de sa personne délicate avait une grâce touchante.
Mais elle sembla tout à coup m'avoir aperçu et elle se retira brusquement. Je ne la vis plus. Je vais m'arrêter ici pour cette lecture. Pardon, je note la page. Ce livre n'est pas si long, mais pourtant j'ai l'impression de ne pas avancer. Pardon. Et pourtant, si dans l'histoire on avance un peu. Mais oui, j'avais oublié lui aussi. Asphodel, that greeny flower. Poème bref. Tu me gifles au visage, ô mais si délicatement que je souris de cette caresse. William Carlos Williams. Et il y a Asphodel que j'aimerais lire, il faudrait que je le découpe en plusieurs morceaux, mais c'est tellement dommage de le couper ce poème. Ah oui, si, attendez. Il est tard. Un poème de Mario Benedetti, poème d'amour, l'amour, les femmes et la vie. Une anthologie personnelle aux éditions Une. De toute façon, ce n'est pas une nouveauté pour toi que le monde et moi t'aimons vraiment, mais moi toujours un peu plus que le monde. Intensité. Qui saint embrasse, mal étreint. Voilà, c'est tout. C'était un petit extrait. Je n'ai pas encore ce recueil, mais je compte bien l'acquérir. Et une chanson. Il faut que je me rappelle de l'air. Je ne sais pas ce que ça va donner. Excusez-moi si ce n'est pas à la hauteur de ce que vous pouvez imaginer. Tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes each one she passes goes ah. When she walks she's like a samba that swings so cool and sways gently that when she passes each one she passes goes ah. Oh, but he watches us so sadly. Oh,
tell her he loves her. Yes, he would give his heart gladly, but each day when she walks to the sea, she looks straight ahead, not at him. Tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes, she smiles, but she doesn't see. Tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes, each one she passes goes, ah. When she walks, she's like a samba that swings so cool and sways so gently that when she passes, each one she passes goes, ah. Oh, but he watches us so sadly. How can he tell her he loves her? Yes, he would give his heart gladly, but each day when she walks to the sea, she looks straight ahead, not at him. Tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes, she smiles, but she doesn't see. She doesn't see. No, she doesn't see. Voilà, on va s'arrêter là. Je crois que je l'ai prise un petit peu trop haut pour moi, comme ça. Ce soir, j'étais un peu... Pardon. Parfois trop naturel. Trop naturel. Voilà. Bon, je crois que j'ai tout fait. Des poèmes, chansons, lectures. Je vais pouvoir vous laisser. J'espère que ça vous a plu. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. J'ai froid. J'espère que vous n'avez pas froid. Faites bien attention à vous, surtout. Et je vous souhaite beaucoup de douceur, d'amour. Tout ce qui vous apporte un peu de légèreté. Voilà. Merci beaucoup et à bientôt. Non, c'est là.